de recevoir Jordan Okana. Dans le Cana, bonsoir. Bonsoir. Merci, c'est vraiment tout un honneur et le privilège, mais fois que justement le premier invité à cette émission, qui je souhaite long succès. Le succès déjà sera au rendez-vous. Et déjà, si on vous demandait maintenant, qui est Jordan Le Cana? Voilà, le Canada, c'est un jeune Gabonais qui a étudié dans les sciences en terminale, parce que j'ai eu la chance d'avoir un bac B, et qui, comme beaucoup d'autres jeunes, hein, je crois, a été victime d'une mauvaise orientation. Donc, arrivé à l'université, j'avais juste pour objectif d'étudier les sciences. Donc, j'arrive à l'institut et sans avoir une connaissance éclairée sur le choix de la matière que je voulais poursuivre, dans laquelle je voulais poursuivre mes études. Je m'inscris donc en maintenance industrielle. Et de fil en aiguille, à l'Institut, il y a eu une rénovation parce que à cette époque-là, en faisant licence 2, lorsqu'on est essayé de mettre la mutuelle de nos établissements, et j'intègre alors la mutuelle, sur laquelle j'intègre d'autres organisations à caractère international. Et là, j'ai eu l'opportunité, grâce à l'UNESCO, de passer un forum international au Maroc, à Marrakech. Et là-bas, je rencontre ce qu'on appelle la littérature du futur. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis plus ou moins tombé amoureux de ce domaine-là, qui est un maillon de la prospective. Donc aujourd'hui, je me définis comme un prospectiviste et une personne amoureuse des sciences de l'anticipation. C'est ce qui fait d'ailleurs que vous avez plusieurs codes à votre arc. Alors, il faut dire que le Gabon a quand même vécu depuis le 30 août 2023 une période assez particulière, la prise du pouvoir par les forces armées gabonaises, il faut le dire. Comment avez-vous vécu justement cette période assez particulière au niveau de l'histoire du Gabon? Cette, cette, euh, cette phase de l'histoire du Gabon, qui aujourd'hui est historique, et dans quelques jours encore, va voir la célébration justement de ce 30 août, donc l'anniversaire même de un an de cette journée, de cette soirée-là, qui est une soirée particulière parce que les sentiments étaient un peu partagés entre l'incertitude, la peur, mais quelques heures plus tard, l'euphorie. L'euphorie parce que c'était beaucoup plus rassurant de savoir que le pouvoir qui avait basculé entre les mains de l'armée avait justement, cette armée-là avait justement pour mission et pour objectif en ce temps-là de pouvoir protéger les populations. Et ça nous a donc éloigné du scénario de 2016 qui a été l'un des scénarios les plus choquants pour nos générations. Donc c'était avec beaucoup de joie que nous sommes sortis dans la rue parce que à 6 heures du matin. Donc, je fais partie des jeunes qui étaient également sortis. C'est vrai que je t'avais aperçu même une fois aussi avec les... J'imagine bien parce que Tout à fait. les vidéos qui ont fait le tour du Gabon, le tour du monde également démontraient justement l'enthousiasme et les espoirs qui se plaçaient en ces gestes patriotiques de notre armée nationale. Et moi, je crois, comme des milliers de Gabonais, sur la quasi-totalité des Gabonais, j'étais très en joie de voir que cette période qui était crainte avait eu comme libération, comme dénouement. Alors, en cette période particulière, également vous en tant que leader de jeunes, à quoi vous faites penser justement cette transition gabonaise? Aujourd'hui, la transition, telle que l'a projetée les plus hautes autorités, peut-être lesquelles le général des brigades du CPR, accompagné du CPRI, ont, ont projeté la transition comme étant une phase qui nous permettrait et permettait aux Gabonais de repenser notre imaginaire collectif sur le développement du Gabon et en s'appuyant justement sur la restructuration de nos institutions. Nous savons qu'aujourd'hui, la prise de pouvoir par l'armée est également une démonstration des failles de nos institutions dans le temps. Et aujourd'hui, il était plus qu'urgent que nos institutions soient repensées, que la gouvernance des institutions soit améliorée. Et la phase de la transition est dans cet objectif-là. Un autre objectif également de la transition, c'est de pouvoir accélérer les projets de développement qui ont été laissés en cours par l'ancien régime. Et aujourd'hui, c'est encore une double satisfaction de voir que tous ces deux grands chantiers-là, que ce soit en termes d'amélioration des institutions à travers des initiatives comme le dialogue national inclusif, qui a permis aux Gabonais, à près de 600 Gabonais, de se retrouver pour repenser les institutions et l'imaginaire collectif du Gabon. On voit aussi qui est là, un peu partout dans nos rues, des travaux de développement qui sont entreprises par le canal du CTRI, impulsé par le président de la transition. Et aujourd'hui, c'est vraiment satisfaisant de voir que ces deux grands chantiers, ces deux grands objectifs de la transition
sont en bonne voie et on espère que la transition ne va pas trahir ces objectifs. Déjà un peu, peut-être un petit peu, est-ce que tu n'as pas soutenu à l'époque cet ancien régime? Il faut dire que c'est une question qui peut prêter à confusion parce que n'étant pas acteur politique, donc n'étant pas membre du Parti démocratique du Gabonais, donc politiquement je ne pouvais pas soutenir le régime. Mais en tant que société, en tant que membre de la société, nous avons également le devoir d'œuvrer pour le développement, peu importe notre position. Et en tant qu'acteur de la société civile, nous avons initié pas mal de programmes et projets alignés avec les objectifs de développement et qui étaient également alignés avec le plan national de l'époque, donc le PNGE, ainsi que le plan de l'accélération. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'on a mis des initiatives pour soutenir le développement du Gabon sous le régime déchu. Et aujourd'hui également, c'est la même logique, plus ou moins, que nous appliquons, à la différence que, visiblement, aujourd'hui, les autorités, les populations, sont plus ou moins en symbiose. Et c'est beaucoup plus facile de vrai à accompagner les autorités lorsque il y a ce sentiment de complémentarité là également, que ce soit en termes de valeurs, en termes de développement participatif, et également en termes d'initiative, dans le sens du développement. D'accord. Et puisque il faut dire qu'au Gabon, la jeunesse, c'est quand même, on va dire, près de 50% plus de 50% de la population gabonaise. Alors, pour vous, quel est le rôle que pourrait jouer cette jeunesse-là en cette période transitoire? Il y a plusieurs rôles qui peuvent être attribués à la jeunesse. Cette question me rappelle que il y avait eu une histoire aux États-Unis du président Kennedy. À cette époque-là, le président américain, John Fitzgerald Kennedy, il avait fait une annonce parce qu'il était dans le contexte des courses à l'espace face à la Russie. Et le président américain, il avait promis aux Américains que, à la fin de l'année, les États-Unis devaient envoyer un homme sur la Lune. Et dans cette ambition-là, le président américain, John Kennedy, il se rend à la NASA. Et là-bas, il rencontre un concierge, donc un homme qui faisait le ménage et tout. Et il lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le concierge lui répond, Monsieur le Président, j'ai à envoyer un homme sur la Lune. Ça paraît fortuit, mais lorsqu'on regarde la situation sur d'autres plans, on peut comprendre qu'à cette époque-là, c'est la population américaine qui s'était appropriée la vision du président Kennedy. Et je crois qu'aujourd'hui, le rôle déjà principal de la jeunesse, c'est d'être également comme ce concierge-là, de se dire que notre objectif, c'est qu'à la fin de la transition, nous aurons des institutions fortes, mais également nous aurons une population qui aura repensé son modèle de développement. Donc les jeunes doivent déjà s'approprier cette vision-là, comme le concierge à l'époque du président américain. Mais également, j'ai eu beaucoup de chance, comme je disais, d'avoir étudié les sciences. Et à l'Institut, on nous avait appris en électrotechnique comment on pouvait, grâce à une boussole, définir la position du Nord selon les variations électromagnétiques de la Terre. Et je sais que les marins ils utilisent beaucoup cet instrument, c'est la boussole, pour pouvoir naviguer et s'orienter en mer. Sauf que la boussole, comme je disais, est un instrument qui nous permet de savoir par rapport à notre position géographique où est situé le Nord. Mais sauf que si vous avez une idée de là où vous allez, mais qu'il ne vous est pas possible de savoir les obstacles que vous allez rencontrer, à quoi ça vous sert de savoir où est le Nord? Aujourd'hui, la jeunesse, on lui a présenté une vision, on espère qu'elle va s'approprier cette vision, sauf que les autorités de la transition sont allées plus loin. Ils ont défini des documents cadres de gouvernance et de la projection du développement également du Gabon au cours de la transition. Donc il y a un plan stratégique de développement qui a été initié par les autorités de la transition, notamment le CPRE. Et c'est donc une invitation également aux jeunes de s'approprier ces instruments-là. Parce que, à la différence d'une boussole, même si on sait où on va, ces documents cadres nous permettent de savoir quels sont les obstacles potentiels qu'on peut rencontrer, mais surtout, où sont les mythes d'opportunité. Et si les jeunes ne regardent pas les documents cadres, les stratégies qui sont élaborées par les pays autorités, on aura le sentiment qu'on a une vision claire, mais on ne sait pas comment on va faire pour atteindre cette vision-là. Et
c'est vraiment une invite à ce que les jeunes se détrompent un peu des discours politiques, mais qui regardent un peu plus concrètement, en termes de responsabilité qui est la leur, les informations qu'ils doivent rechercher et quels sont les outils qu'ils doivent développer également pour pouvoir tirer profit de ces opportunités-là. Est-ce que vous pensez aussi que cette jeunesse-là est suffisamment préparée, mature et prête pour justement apporter sa pierre à l'édifice quant à cette transition? Je trouve que aujourd'hui, il y a effectivement eu des failles dans notre système éducatif parce que même si on a un fort taux de jeunes scolarisés, après il faut s'interroger sur la qualité de l'éducation, c'est vrai, parce que une chose est d'aller à l'école et on apprend concrètement. Et est-ce que la façon dont les choses sont présentées nous permet vraiment de retenir et de savoir comment utiliser les outils qui nous sont présentés dans ces établissements-là à court, à moyen et à long terme. Ce qui fait que les jeunes, très souvent, se retrouvent dans des situations soit de mauvaise orientation, parce qu'ils n'ont pas compris les mutations au cours actuel, ils n'ont pas suffisamment fait la projection également des opportunités à venir. Donc, ils ne savent pas exactement dans quoi est-ce qu'ils vont exercer demain. Et je merci qu'actuellement, quand même, avec il y a déjà des outils qui existent pour pouvoir rectifier le tir. Mais c'est là pour dire que les jeunes aujourd'hui, avec les compétences qu'ils ont, parce qu'ils sont plus en phase avec les mondes actuels, et ils peuvent donc être ceux sur qui la gouvernance actuelle peut se reposer pour développer le Gabon de demain. Parce qu'on imagine que lorsque vous êtes étudiant aujourd'hui en sciences éco, en sciences de management, il y a des étudiants qui sont dans des filières qui sont vraiment ouverts vers l'avenir. Des étudiants qui étudient la robotique, qui étudient l'agriculture. Donc, il y a des compétences actuellement qui doivent être juste mis au profit de la transition pour pouvoir justement permettre à ce que cette jeunesse-là joue un rôle d'acteur et non de spectateur pour le cadre de la transition. Donc je crois qu'effectivement, les jeunes aujourd'hui ont suffisamment d'outils pour pouvoir contribuer eux également à cette transition-là. Mais il faut qu'ils regardent avec beaucoup plus de lucidité dans quelle direction la transition va et qu'ils puissent également prendre des responsabilités en tant que en agissant à un tout autre niveau, notamment en tant qu'acteur politique maintenant. Parce que ces dernières années également, on a vu de plus en plus de jeunes qui s'engagent en politique. Donc une chose est de suivre. On aura l'occasion d'en parler. Voilà. Parfaitement. Je dis ça parce que aujourd'hui, le Gabon a un taux de chômage de près de 35%, et c'est 75% des jeunes qui sont concernés par ce taux de chômage-là. Et ça veut dire quoi? C'est énorme parce que moi, je perçois également le chômage comme étant du gaspillage de la ressource humaine. Donc, c'est pas forcément de la responsabilité du jeune, bien que il a un rôle à jouer aussi individuellement. Mais lorsque le phénomène s'étend à grande échelle, ça veut dire qu'il y a des failles systémiques qui devraient entraîner à interroger notre société. C'est là pour dire quoi? C'est là pour dire que au niveau international, il y a un outil qu'on appelle le dividende démographique, qui a été mis en œuvre par le Rwanda et Singapour également pour citer que c'est là. Peut-être l'occasion de expliquer à notre éducation. Voilà. Donc le dividende démographique, c'est une différence entre la différence d'âge de la population par rapport au nombre de personnes, selon le taux de personnes en âge de travailler et présentes dans la population active. On se rend compte, d'après les chiffres que j'ai donnés, c'est que aujourd'hui, la population active n'est pas forcément la population en âge de travailler. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui ne sont pas, dont l'énergie n'est pas convertie en force de travail. Donc ils n'ont pas forcément un rôle moteur pour développer le pays. Et l'un des dangers avec ça, c'est que lorsque vous n'avez pas un travail, vous n'avez pas une situation sociale et économique claire, ça crée des frustrations et ça peut nous entraîner à des montées sociales et autres. Et lorsque c'est des jeunes qui sont affectés, qui ne sont pas la majorité de la population, ça peut nous emmener à des scénarios qu'on ne fait pas et qu'on a déjà vécu de par le passé. Donc l'urgence est vraiment là. C'est à deux niveaux. En termes de gouvernement, quels sont les mécanismes qu'on doit mettre en place? Et l'un des outils que je préconisais, c'est le dividende démographique, qui s'appuie ces 4 axes, notamment l'éducation, l'employabilité, la santé et la gouvernance participative. Donc la prise de position d'un point de vue politique des jeunes. Ce sont ces 4 piliers-là qui font le dividende démographique, qui entraîne donc une réduction du chômage, une gouvernance participative des États
mais également un épanouissement social en termes de loisirs, de santé auprès des jeunes. Donc c'est vraiment une interrogation également sur les politiques publiques actuelles de la transition, a fait une projection et aligné le Gabon également sur ces autres instruments de gouvernance continentale. Parce qu'il y a plusieurs pays maintenant au niveau du Gabon, au niveau de l'Afrique qui s'alignent sur ces instruments-là et dont les changements sont vraiment observables en termes de développement, en termes de réduction du chômage également. Je citais le Rwanda et il y a également, je crois, le Burkina qui est également en phase avec les questions liées au président démocratique, Je pense que le le Gabon renouvellement aussi, de la classe est sur la bonne voie pour s'aligner en matière de ces président propositions. démographique. Exactement. Bon, personnellement, on a juste espoir que le Gabon aille dans cette direction-là. Récemment, il y a eu des discussions au niveau de la Banque mondiale sur les projets urgents d'investissement. La liberté d'expression n'est pas un slogan, mais un fait. Dire ce que l'on pense en respectant les causes, c'est cela la maturité. Vous êtes un expert en politique, l'économie c'est votre domaine, l'entrepreneuriat est ce qui vous passionne le plus. C'est dans cette optique que Accent a créé pour vous l'émission Tête à Tête. Un tête-à-tête pour vous pendant 25 minutes pour éclairer l'opinion. Et ça se passe tous les jeudis sur Alpha à partir de 19h. Passez le message. Voilà, très chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bienvenue sur Alpha TV et là vous regardez l'émission Tête à Tête et nous recevons Jordan Okana avec qui nous parlerons en cette deuxième partie justement de Think Tank. Alors Jordan Okana, c'est pas trop connu justement du grand public. C'est quoi Think Tank? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les think tanks, c'est vrai qu'au niveau local, au niveau du Gabon, c'est pas très connu. Je ne connais pas moi-même suffisamment. Et toutefois, c'est une initiative vieille comme le monde, qui provient également de l'armée, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale. L'idée des think tanks, c'est d'être des bases de réflexion pour des soldats qui allaient sur le terrain. Donc, ils arrivaient à guider, à orienter, à envisager des scénarios, à anticiper sur les attaques ennemies également et sur vraiment les stratégies ennemies. Donc, les think tanks, c'est donc ces laboratoires-là de réflexion qui permet de guider les armées et aux États-Unis, ça s'est vraiment démocratisé lors de la Seconde Guerre mondiale. Et par la suite de cette guerre-là, des entreprises, des initiatives privées également ont repris le concept et en leur sein alors ont mis des cellules de réflexion comme ça d'anticipation, que ce soit au sein des gouvernements, qui travaillent donc avec ces instances-là, ces organes qui sont les think tanks, également au sein des entreprises pour explorer des nouveaux marchés, des potentialités de mutation actuelle et à venir. Donc le think tank, c'est vraiment ces laboratoires de réflexion là. C'est quand même, on va dire, un concept, sinon un système qui date déjà depuis des années. Ça veut dire que, est-ce que ça veut dire que l'Afrique est vraiment en retard dans ce genre on va dire, de concept? Il faut dire qu'il y a du retard parce que au niveau toujours mondial, c'est vrai que les think tanks les plus connus, les plus pertinents sont non seulement aux États-Unis, sinon en Amérique du Nord et également en Asie. Et récemment encore, il y a des think tanks qui se développent en France, nous sont également multipliés en France, dans certains pays européens, tels que l'Allemagne. Et la Russie également n'est pas en reste, jusqu'à arrêtant la deuxième puissance conférence lors de la Seconde Guerre mondiale, sinon la puissance même la plus pertinente lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc, a également fait usage de ces outils-là pour les think tanks, qui justement faire des projections pendant la guerre, mais aujourd'hui, ça aide à faire des projections géopolitiques, géostratégiques. Mettre en place, on va dire, un tel regroupement, un tel système, un tel concept au niveau du Gabon. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons également regardé au niveau du Gabon. Effectivement, il y avait plus ou moins ce vide-là. En Afrique, il y a des think tanks qui existent déjà. J'ai eu la possibilité de travailler avec quelques think tanks, notamment du Nigeria, du Burkina également, et un autre du Rwanda également. Donc, j'ai eu la possibilité de travailler avec quelques think tanks. Et au Gabon, lorsque j'ai cherché, il n'y avait pas ce type d'outil-là au niveau local, alors qu'aujourd'hui, on a des instruments internationaux qui fonctionnent tout comme. Donc, ça aide pour les gouvernements à mener des analyses,
à faire des projections également sur des réflexions d'anticipation sur le long terme. Et cette think tank-là également permet d'analyser justement des données actuelles et présenter justement des pistes de solutions qui soient les plus pertinentes en termes d'investissement pour les États et pour les gouvernements. Donc au Gabon, il y avait plus ou moins ces guides-là. Et moi, j'ai eu la chance, comme je disais, de prendre part à un forum au niveau international, notamment au Maroc. Et là-bas, normalement, nous, on a travaillé sur l'anticipation, la prospective. Et lorsqu'on est venu travailler avec des frères avec qui on a mis en place ce think tank-là, on s'est dit, mais quelle sera la forme de cette initiative qu'on est en train de mettre en place? Est-ce que ce sera une association? Donc, quand on a vu les domaines d'action, les initiatives qu'on devait mener, on s'est dit, ça nous éloigne un peu du champ des cinq associations et tout ça. Et on s'est dit, quelle sera donc la forme qu'on devait donner? Donc, lorsqu'on a recherché, là qu'on a vraiment compris la pertinence des think tanks et que l'outil qu'on était en train de mettre en place fonctionnait beaucoup plus comme un think tank, donc on a retenu cette structuration-là. Et d'où la mise en place du think tank prospective. C'est donc un outil d'anticipation qui nous permet d'avoir des réflexions à travers des ateliers d'échange, des discussions, des forums des jeunes et des acteurs sur les thématiques données et nous construisons ça en faisant des projections sur le cours de décembre. L'initiative est très louable, il faut le dire. Est-ce que actuellement, vous êtes connu déjà par les autorités? Sinon, est-ce que vous exercez de manière légale actuellement? Je dis que c'est que la procédure légale a été entamée et nous avons commencé à travailler dans le cadre du think tank objectif depuis 2018 et tant un laboratoire. Donc nous travaillons d'abord à l'initial, en base clos, on était en train de regarder ce qui devait déjà devenir cette initiative, parce qu'à l'époque, j'avoue, on n'avait pas une idée claire de ce qu'on... Voilà, depuis 2018. Voilà, depuis 2018. Donc, on était en train de regarder, mais qu'est-ce que ça va faire, concrètement, cette initiative, et de fil en aiguille, au cours des discussions, parce que ce sont des initiatives qui prennent du temps à être mises en œuvre. Donc, avec des collègues, avec des collègues des frères également, avec qui on a travaillé durant quelques années à la mise en place de cette initiative, il faut déjà redéfinir les missions, la vision, les objectifs. Donc c'était déjà, ça nous a pris un temps fou quand même, et élaborer les textes de fonctionnement également, en tenant compte les exigences de certains bailleurs, notamment de l'Union africaine, euh, l'Union européenne, la Banque mondiale, des partenaires au développement, tels que la Coordination des Nations Unies au niveau local par exemple. Donc, on a un peu essayé d'harmoniser notre gouvernance autour des exigences de ces bailleurs et de ces organes-là, ce qui nous a pris un certain temps pour mettre en place des outils de gouvernance interne et autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est qu'en 2022 qu'on a vraiment lancé la procédure au niveau du gouvernement pour la reconnaissance. Et notre document a été déjà enregistré au niveau du ministère de l'Intérieur, puisqu'il n'y a pas une distinction dans la loi qui encadre les organisations de la société civile. Donc on fonctionne avec un statut d'infraction, mais avec un mode de fonctionnement de symptômes de laboratoire. D'accord. Peut-être avant de parler justement des profils qui composent justement ce laboratoire, est-ce que vous pouvez plus ou moins définir un peu les objectifs? En fait, les objectifs effectivement sont en phase avec la méconnaissance de la prospective comme un outil d'amélioration de la gouvernance. Et surtout est-ce que ça ne se confond pas, si tu me permets, est-ce que ça ne se confond pas avec les gens que le ministère de la planification et de la prospective? Et ce qui est intéressant, c'est justement ça. Vous avez certainement constaté que ce n'est que récemment que le ministère a été renommé ainsi. Parce que la direction générale de la prospective, effectivement, c'était une direction qui était rattachée au ministère de l'économie. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue de la façon dont les textes régissent la direction de la prospective, c'est un outil qui permet de faire de l'analyse de données et d'envisager la projection macroéconomique. Mais nous, de notre point de vue, de la prospective, c'est en utilisant nos capacités d'imagination. On imagine des scénarios sans pourtant se limiter à la situation actuelle, mais vraiment en intégrant nos capacités imaginaires. Je vais prendre un exemple. Si nous réfléchissons sur les changements climatiques, on va se dire, OK, aujourd'hui, on est victime des changements climatiques, on va regarder comment ça affecte les populations et autres. Et lorsqu'on va faire des prédictions, on va dire, OK, pour que on puisse répondre à cette thématique-là, voilà les solutions voilà les solutions qui découlent du constat qu'on a fait.
Nous, au sein du think tank Prospective, on a une toute autre démarche. On se dit, OK, on a analysé le phénomène, on va pas se limiter à ça. On va réunir les acteurs d'un point de vue multisectoriel qui peuvent être affectés par la question. Par exemple, si la direction générale de la prospective en constitue une problématique, très souvent, ils vont avoir des agents de la prospective qui sont là, qui vont enfin du ministère ou de la direction qui vont travailler à faire des projections. Et nous, on introduit également les autres acteurs, que ce soit les acteurs issus de la société civile, que ce soit les populations qui vivent également le phénomène, que ce soit également d'autres acteurs multiculturels qui peuvent graviter de près ou de loin par rapport à la thématique sur laquelle on veut mener des réflexions. Et là, on conçoit des scénarios et par rapport à ces différents scénarios-là, on envisage la façon dont les acteurs, les uns et les autres, se sont retrouvés, si on aurait entamé ou pris quelle démarche plutôt qu'une autre. On aurait voulu savoir un peu de comment ça fonctionne un peu ce laboratoire. Et aujourd'hui également, il faut le dire qu'on observe un engouement assez particulier de la jeunesse qui se lance de plus en plus en politique. Votre regard? Alors déjà, pour la première question, ce qu'il faut retenir, c'est que le think tank Prospective travaille sur 5 domaines d'activité, notamment l'agriculture, l'innovation, euh, la gouvernance, l'environnement et également l'innovation. Donc, dans ce sens-là, nous mettons en place ce qu'on appelle des communautés de savoir. Donc, ce sont des spécialistes, des experts à travers les programmes que nous véhiculons. Mais les programmes, par exemple, c'est Allo Demain, c'est un programme un peu similaire d'échange et de discussion avec un spécialiste d'une question qui nous permet d'aboutir à... Allez, déjà, ça veut qu'on peut appeler. Voilà, l'idée, c'est de regarder l'avenir. D'accord. Donc, Allo Demain, on appelle l'avenir. Donc, on veut avoir une communication avec les générations actuelles et les générations futures. Donc, c'est un peu ça l'esprit du programme Allo Demain. Les grands-pères en Afrique sont bien placés. Oui, je crois que en termes de savoir, ils peuvent aboutir à ça, à discuter avec des générations qui sont pas forcément les générations actuelles. Et donc, il y a ces programmes-là, par exemple, qui permettent d'avoir des échanges, des discussions avec des experts et surtout d'avoir une idée de la projection qui font sur une thématique. Il y a également le Youth Economic Forum, qui est l'un des programmes que nous avons initié. La première édition, ce sera du 13 au 14 août, septembre, pardon. Donc, l'idée ici, c'est justement de recueillir la position économique des jeunes sur les enjeux des 5 domaines sur lesquels nous travaillons. Et pour cette année, nous allons l'aligner avec le sommet de l'avenir qui aura lieu à New York et qui va donc définir la nouvelle gouvernance mondiale, que ce soit en termes d'architecture financière et également pour identifier le mécanisme de fonctionnement des outils du multilatéralisme, notamment les Nations Unies, la Banque mondiale et autres. Et en termes de projection, je crois que ce forum-là sera le forum pour vraiment permettre à l'humanité de faire une projection à très long terme. Et vous l'avez certainement constaté, comme nous travaillons sur les questions de gouvernance, nous avons également observé ces dernières années, depuis 2023 déjà les dernières échéances, qu'il y avait également effectivement cette augmentation de la participation, selon du souhait des jeunes, de plus en plus à intégrer les sphères de gouvernance dans les espaces de pouvoir, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au niveau des élections locales. Et heureusement, malheureusement, on n'a pas encore des candidats jeunes à la présidentielle, certainement à cause des chances de l'emporter également. Mais c'est l'un des objectifs affichés par les instances continentales. L'Union africaine a mis en place des instruments locaux, notamment l'Union panafricaine des jeunes, qui est constituée également avec les conseils nationaux des jeunes. D'ailleurs, le cas au Sénégal avec oui. Tout à fait. Et Ousmane Sonko, voilà, et au c'est Burkina. un exemple. Tout à fait. Il y a des exemples comme ça au niveau continental. Au Burkina aussi, c'est un jeune qui aujourd'hui mène un peu la tendance. Et on imagine que dans les prochaines années, il y aura beaucoup plus, et voire de plus en plus de jeunes qui, que ce soit n'auraient pas les frustrations ou encore par le désir et l'envie de vouloir contribuer pour le développement de leur pays, vont s'engager de plus en plus. Aujourd'hui, il est donc important que nos autorités regardent ces mutations en cours en termes d'engagement et participation politique des jeunes pour justement renforcer leurs capacités et de sorte qu'on ait des hommes politiques de demain qui soient beaucoup plus orientés avec des fibres patriotiques, donc c'est l'amour voilà, de développer le pays, parce que la politique va rester, au moins pour les prochaines années, l'un des instruments essentiels pour la gouvernance. Donc, c'est intéressant de canaliser ces jeunes-là qui sont
est pris de volonté d'apporter leur pierre à l'édifice, de faire changer des choses. Et puis aux autorités ont donc là un vivier de jeunes qui ont un potentiel, j'ai envie de dire, extraordinaire, car ont une autre perception et une autre façon également de faire la politique. Donc c'est l'occasion pour les plus hautes autorités actuelles et pour les jeunes également de offrir une sorte de brassage, de maillage pour justement repenser l'homme politique gabonais à court, à moyen et surtout à très long terme. Jordan Mekana, merci d'avoir accepté notre invitation à ce premier numéro de l'émission Tête à Tête. C'est moi qui vous remercie. Ce serait vraiment un honneur de repasser ici et aborder d'autres thématiques. Alors, Jordan Mekana, que pensez-vous de l'émission? Je suis déjà impressionné parce que c'est une première. Et je crois que les dispositions qui ont été prises, notamment déjà le plateau, le plateau ça a l'air atypique, mais le mariage déjà des couleurs m'impressionne. Je vois qu'il y a eu, C'est du Philippin. voilà, il y a eu une très grande réflexion dans le choix des couleurs. Peut-être que les organisateurs ont donné plus de détails sur la symbolique, peut-être de ces couleurs-là, mais je vois qu'il y a un peu du Gabon, il y a du vert, il y a du jaune, il y a du bleu également. Donc c'est très patriotique l'esprit qui se passe derrière. Mais également le professionnalisme avec lequel les choses sont abordées. Il y a eu beaucoup de simulations, de discussions et de préparations. C'est pas très commun aujourd'hui lorsqu'on va dans d'autres médias. Donc toute cette préparation-là, ça permet à se sentir plus ou moins à l'aise. Et j'aime également justement les échanges, les discussions qui sont plus ou moins libres. Je crois que c'est une émission qui aujourd'hui apporte du nouveau. Et je crois que cette chaîne qui est Alpha va proposer un type de contenu qui va vraiment plaire et on espère que ce sera une façon justement qui va être appropriée par d'autres types de médias et que ça va faire école pour que d'autres jeunes également puissent s'inspirer. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. L'émission Tête à Tête pour aujourd'hui est terminée. Nous allons nous retrouver dans un prochain numéro, jeudi prochain autour de 19h. Restez câblés sur Alpha Télévision. Au revoir. Bonsoir.